Bonjour tout le monde, on s'excuse. On est vieille. On a fait de notre mieux. Hey, on a essayé. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice, Hall & Oates. Et moi, je suis Garfunkel le gobelin. Non, mais c'est ça, vous l'avez reconnu avec nos voix. Donc, je suis votre animatrice, Catherine, et comme toujours, je suis avec l'inestimable et incomparable Audrey. Comment ça va, Audrey? Ça va maintenant que ça fonctionne? Ben oui, mais hein! Écoute, ça fait juste 8 minutes qu'on a parti l'enregistrement de mon bar, là, fait que... Je m'excuse si ma voix est un peu off, j'ai failli vomir. Le stress, c'est le stress! Fait que là, aujourd'hui, nous enregistrons un épisode double. Sauf si t'as pas préparé tes affaires. Spécial Canada 2.0. Oui, non, je veux pas parler mes affaires, mes affaires, là, c'est ça, je sais mes affaires. Fait que, oui, c'est ça, donc aujourd'hui, nous enregistrons, je suis toute déstabilisée là, par les problèmes Internet, là. D'habitude, on peut arrêter et recommencer, mais là, on peut pas. Fait que, bienvenue tout le monde à ce spécial Canada 2.0 pour lequel vous avez voté à la maison si vous écoutez ce podcast dans très très longtemps, dans 50 ans, mettons, que Spotify existe encore, et que vous écoutez ça et que vous vous dites, mon Dieu, mais comment faire pour voter? Eh bien, suivez-nous sur Facebook, @ un peu de crime, ou sur Instagram, @ un peu de crime dans ton café. Et nous faisons souvent appel à vous pour avoir des idées, pour faire nos cas. Donc, vous avez voté pour un nouveau spécial Canada au lieu d'un spécial America ou d'un spécial Europe. Donc, vous l'avez demandé, vous l'aurez aujourd'hui. Voici le spécial Canada enregistré en direct sur les Facebook. Sur Facebook! Bon, merveilleux. Alors, bon, je vais écouter ton histoire maintenant. Bye. Non, c'est une joke. Non, j'ai un café à vous présenter d'abord avant qu'on commence. Donc, je vous présente aujourd'hui ce café que je peux maintenant vous montrer. Oh, c'est là le fun! Donc, c'est un café Kantuk. On vous a présenté un café Kantuk il y a une couple de semaines. Mais ça, c'est un différent café Kantuk parce que, ben, quand je suis allée, j'en ai acheté 2. Fait que c'est ça que ça donne, c'est le deuxième. Donc, ce café s'appelle Alejandro Martinez. C'est un café qui vient de Mexico. Il est lavé et il a des notes de torréfaction, ce que je trouve qui est très spécial. Non, mais c'est un bon café à torréfaction foncée qui est parfait pour se réveiller avec un punch mexicain dans le front. Non, mais c'était un très bon café. Mexican punch. Punché, pas très acide. Ça goûte la torréfaction, mais ça goûte pas comme brûlé. Comme tantôt, j'ai bu un café, puis ça goûtait comme le chocolat brûlé. C'était spécial. Mais ça goûtait pas ça. Ça, c'était très bon. Les autres notes, c'est le cacao, mais pas le chocolat brûlé. La mélasse pas brûlée et la vanille pas brûlée non plus. Et donc, c'est un café qui vient du torréfacteur Kantuk, qui est situé dans la belle ville de Québec. Ouh. Et voilà. Donc, je vous le recommande aujourd'hui. Vous pouvez le préparer comme que ça vous tente, comme moi dans ma presse française. Québec, où on va bientôt être des vôtres pour enregistrer encore une fois live, mais cette fois-ci dans l'intimité d'un petit café où on était l'année passée. On a eu beaucoup de fun. Et là, on y retourne. Parce qu'on vous a tellement aimé. On va pas enregistrer live. Non, on va juste être là et parler fort. Bon, parce qu'on s'excuse. Comme vous pouvez le constater, on n'est vraiment pas des techniciennes de son. Quoi? On fait notre mieux avec ce qu'on a. Voyons donc! Ça passait comme dans le beurre. J'ai même pas allumé ma petite lumière. Ah! Quelle petite lumière? Ah! On la va refléter dans tes lunettes, c'est parfait! Wow. Attendez, moi je vais voir le chat. Oui, au cas où notre... Ah, c'est meilleur éclairage pour ma face en plus. Au cas où notre technicien de la journée, Babine, a des choses à nous écrire. Mais oui, c'est Babine. C'est pas vraiment Babine, inquiétez-vous. Non, oui, c'est Babine. Puis, oui, oubliez pas de rester jusqu'à la fin de l'épisode. On va répondre à vos questions. Faire un petit Q&A. Au mieux de nos connaissances. Puis gênez-vous pas. Questions. N'importe quoi. Je peux avoir un méritas à la fin si j'ai répondu aux questions comme faut? N'importe quoi, les questions les plus niaiseuses si ça vous le tente. Moi, j'aime ça, les petites questions dans le genre brain jasette, ça me fait bien rire. Oui, ou si vous voulez nous demander c'est quoi nos cas préférés qui sont pas canadiens. Parce qu'on n'en parle pas, tu sais, mais on a tout embarqué dans le true crime par la bande et surtout par des cas américains. Fait que, si vous voulez discuter de cas at large, vous pouvez rester avec nous pour en discuter. Ou si vous voulez nous dire n'importe quoi, comme que vous aimez beaucoup
mon background avec des panneaux en bois ou n'importe quoi, vous pouvez Que vous aimez mes lunettes. discuter avec nous. Sont belles tes lunettes. Oh, merci. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, voici le spécial Canada 2.0. Yay! Oh, j'ai eu un blanc, je me rappelais plus c'était quoi notre hymne national. J'ai failli chanter « Enfant de la patrie », mais ça, c'est des Français. Ce n'est pas nous. Justin ne serait pas fier de moi. Justin, viens me chicaner, je t'attends. Oui, on t'attend. Justin. T'oses même pas. On l'aura pas notre pays. Ouais, c'est... Marvelous. Alors, c'est toi qui commence aujourd'hui, parce que ça me tentait. Ah aussi, j'ai le plus vieux cas, fait qu'on a décidé qu'on y allait. On a décidé qu'on y allait en ordre. T'es la plus vieille, c'est aussi le droit d'aînesse. Ah, l'aînesse. Merci d'avoir dit au monde que j'étais vieille. Non, c'est pas. Yeah! Alors, oui, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ce qu'on pense qui aurait été la première secte à s'être installée au Canada. Ouh! Alors, je vous transporte au début du 20e siècle, fin du 19e siècle, et on s'en va en Colombie-Britannique. Oh! Où je vais vous raconter l'histoire de la secte de Brother 12. Oh, nice! Ils étaient 12? Non, je vais tout t'expliquer ça, inquiète-toi pas. Non, c'est dans ma plate. Ok, parfait. Avant de commencer, comme d'habitude, les petits avertissements d'usage. Donc, il y en a qui aiment vraiment beaucoup les histoires de sectes parmi nos auditoristes. Il y en a qui n'aiment pas ça. Je comprends ça. Sachez par contre que par rapport à d'autres cas de sectes qu'on a fait, par exemple Rocterio ou Raël, on n'est vraiment pas au même niveau en termes de violence ou de sujets qui pourraient être un peu triggering. Je veux dire, je veux pas minimiser non plus le traitement des gens qui ont été pognés par ce monsieur-là, mais sachez que ça va pas être aussi terrible que d'autres histoires de sectes qu'on a eues. Ça devrait être assez... Ça va bien se prendre avec votre petit café cet après-midi. Et quand même, petit avertissement de violence faite envers les aînés et mention de fausse couche. Comme je dis, mention, pas plus, mais je sais que c'est un sujet très sensible, donc je comprends si ça peut être difficile. Comme d'habitude, je vais vous avertir. Et un petit peu de racisme aussi, parce que why not? Why not? On est dans l'ancien temps. C'est un old-timey crime. Ben, c'est ça, exactement. Dans ce temps-là, c'était pas du racisme. Tout le monde était raciste. Fait que... Ah, il y a des gens qui nous disent bonjour. Ah, ben. Pour vrai, il y a des gens qui nous disent bonjour. Moi, je peux pas avoir l'Internet ouvert en même temps que Zoom parce qu'il n'y a plus rien qui va enregistrer de mon bord. Vous voyez à quel point mon setup est professionnel. Je vois pas! Ben écoute, c'est vrai, on va commencer en saluant les gens qui nous regardent. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de prendre du temps de votre beau dimanche après-midi pour être avec nous. De toute façon, il fait bien trop chaud pour aller dehors. Là. Restez en dedans. Ben là, c'est ça, c'est réchauffement climatique, on reste Restez en dedans à l'air climatisé. Voilà. Puis, avant de commencer l'épisode, je voulais juste faire un petit shout-out rapide à Audrey. On est 80 000 Audrey sur Terre. Fait que à Audrey, qui nous a écrit sur Instagram vendredi pour me demander si c'est moi qu'elle avait croisé dans un café. C'est bon, ça. Moi, j'aimerais faire un shout-out à Éric Bruno, qui joue dans Aller Simple, que j'ai commencé à regarder hier, puis j'ai regardé 5 épisodes sur 6. Hey. C'était vraiment très bon. Shout-out, Éric. On sait que tu Mais là, c'est plus Éric Bruno, c'est Éric Blondeau. Je sais! Mais il était Bruno c'est encore vrai. dans ce temps-là. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, je propose qu'on parte ça, ce spécial Canada-là, avec l'histoire de Brother 12. Alors, mes sources, bien entendu. Premièrement, un article du Maclean's par Howard O. Hagen, intitulé The Weird and Savage Cult of Brother 12. Un article du Dictionary of Canadian Biography. Un épisode de l'excellent podcast canadien Dark Poutine. Ah, c'est bon ça, Dark Poutine. Et la page sur la définition de la théosophie sur Wikipédia est vraiment bien faite. La théosophie? Oui, inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer ce que c'est in time. Ben, j'espère bien parce que, contrairement au juge de Lille, je n'écris pas des dictionnaires dans mon temps libre. Je ne sais pas ce que c'est la théosophie. Je suis tellement triste que tu veux pas écrire des dictionnaires avec moi. Je suis encore fâchée. Je sais, désolée. Parce que mon truc, c'est les guides de mots croisés, c'est pour ça. Ah, puis juste, avertissement, faites pas le saut. Mon chat
dort dans le panier que vous voyez ici à côté de moi. Fait que si à un moment donné, vous voyez quelque chose lever, c'est pas votre sleep paralysis demon, c'est mon chat qui se lève pour s'étirer. Alors, êtes-vous prêts et prêtes à mettre un petit peu de crime dans votre café? Yeah! Alors, je ne suis pas une personne, mais un pouvoir. Voilà ce que Brother 12 aurait déclaré à ses fidèles qui l'ont suivi sur l'île de Courcy, au nord-est de Nanaimo. Là, Catherine, je veux dire tout de suite, on se limite sur le nombre de blagues de Nanaimo. Mais c'est tellement bon les bords d'Anaïmo! Ok, parfait. De nos jours, cette île n'est accessible que par avion ou par navette, en Colombie-Britannique. Si on recule au début du 20e siècle, on devine que cette île est encore moins accessible, ce qui en aurait fait un lieu propice pour y démarrer une des premières sectes de l'histoire du Canada. Décrit par l'historien James A. Santucci, c'est un beau nom, C'est un très beau nom. comme étant quelque part entre L. Ron Hubbard, Jim Jones et Rasputin. What? Tout un mix. Quel mix éclectique! Ok, oui. Edward Arthur Wilson est né à Birmingham, en Angleterre, le 25 juillet 1878. Ouh, c'est très old-timey, ça. Yes, sir. Même pas dans notre siècle, même pas dans le siècle d'avant d'où nous on vient. Dans l'autre siècle d'avant d'où personne de Ton vivant vient. arrière-arrière-grand-père, il était dans une secte à Vancouver. Il mangeait des bananes. Son père, Thomas Wilson, était un industriel prospère et membre de l'Église catholique apostolique, qui était une mouvance religieuse qui prend forme au 19e siècle suite à une dissidence au sein du christianisme. Tu sais, ce qui arrive jamais. Toujours. Très rare. Non, toujours. Sauf qu'à toutes les 2 minutes, il y a un nouveau spin-off de l'Église catholique. Surtout à cette époque. De l'Église chrétienne? De la chrétienté! Tout est un spin-off de la chrétienté, dans le fond. Les Mormons. Tout est un spin-off du judaïsme. Les Mormons. Les Adventistes. Non, mais c'est juste... C'est ça, le judaïsme, c'est comme le OG, c'est le premier livre, puis après ça, tout le reste, c'est des spin-offs. Comme, nous autres, on fait la suite. Nous autres, on fait le 3e livre, le livre des Mormons. Yeah! Nous autres, on réécrit tel bout. Moi, c'est Lord of the Rings. Yeah! C'est ton lore. Alors, pendant les services de l'Église catholique apostolique, il y a beaucoup d'éléments extatiques et de la glossolalie. C'est comme si vous pensez par exemple au film... c'est de la glossolalie! À l'excellent film disponible sur Netflix, The Devil All the Time, quand on voit les gens là, qui partent dans des espèces de transes, puis qui font comme « Ah, le démon parle à travers moi, blablabla. » Le diable tout le temps! C'est ce qu'on appelle de la glossolalie. Le diable tout le temps! Donc, c'est qu'on dit que l'esprit possède le corps et on se met à parler dans une langue qui n'existe même pas, tellement on est dans un élan religieux foudroyant. Quand l'esprit de Tom Holland possède ton corps, puis là, t'es obligé de parler en accent. Exactement. D'imiter Spider-Man. OK! Fait qu'on est déjà dans un background assez propice pour des légères dérives sectaires, on va dire ça gentiment comme ça. Adolescent, Wilson va commencer à travailler pour la marine et va éventuellement devenir capitaine de navire. Oh! Il va se marier en 1902 et s'établir avec sa femme, Marjorie Clark, en Colombie-Britannique en 1907, où ils vont avoir 2 enfants. Pourquoi ça s'appelle la Colombie-Britannique? Je suis en train de penser. What does it have to do with the Colombie? Je sais pas. Les historiens dans le chat, laissez-nous savoir. En 1912, Edward Wilson, il décide que c'est vraiment plate d'être papa à la maison et il va décider de repartir à l'aventure sur son navire. Alors, il va abandonner sa famille. Oh non, pas chill. Comme un real stand-up guy. Ben oui, pourquoi pas. Alors ça, là, c'était dur de te retracer, tu sais, une fois que t'es parti. Bon, non, je m'en vais m'acheter des cigarettes. Oui, bye-bye! Alors, Wilson va abandonner sa famille et reprendre du service dans la marine et déménager dans le sud de la France en 1924. Oh, Marseille! Ouais, voilà, il va aller goûter du vin et dire qu'il... J'ai pas d'enfant, je sais même pas de quoi vous parlez. Non. Oh! J'en ai pas. Des enfants. Oh non! Je parle même pas l'anglais. Très mauvais accent marseillais. Mais non!
Alors, au cours de ses voyages, Wilson va éventuellement se passionner pour la théosophie, qui est un mouvement religieux occulte qui trouve ses origines aux États-Unis au 19e siècle. Ça a été fondé par Elena Blavatsky, une immigrante russe. Ça, on connaît ce nom-là, les gens du true crime. Madame Blavatsky! Ah oui, ok, je sais de quoi tu parles. Alors, Madame Blavatsky, donc vous pouvez imaginer... Si vous regardez une photo, c'est exactement ce que vous imaginez présentement, là, avec un petit foulard sur la tête, puis un regard vraiment très profond, puis comme une espèce de pose comme ça. Là. Alors, Madame Blavatsky, une immigrante russe, va partir de la théosophie, qui est un mouvement qui emprunte des éléments tant à la philosophie européenne, comme le néoplatonicisme, qu'aux religions asiatiques, principalement l'hindouisme et le bouddhisme. Quelqu'un nous a envoyé une explication sur la Colombie-Britannique. Alors, c'est de Frédéric Bouchard. Wow! Pour éviter toute confusion avec la Colombie de l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Calédonie du Pacifique, la reine Victoria rebaptisa la colonie britannique l'ensemble du territoire lorsqu'il devint une colonie en 1858. Ben, merci beaucoup, j'imagine, Frédéric. Ça n'a rien à voir avec Pablo Escobar. C'est juste la reine Victoria qui n'aime pas ça se mélanger. Cartel de Medellín. Merci beaucoup à la personne qui nous a éclairé là-dessus. Oh my God, oui, merci. Alors, merci à Babine de nous avoir relayé la question. Oui, merci, technicien Babine. Technicien Babine. Selon Blavatsky, toujours, il existe une fraternité secrète d'êtres illuminés qui sont nommés les maîtres et qui ont émergé du Tibet pour mener le monde vers un éveil spirituel grâce à leur grande sagesse. Les maîtres sont également... grâce à leur grande gueule. À leur grande gueule, voilà. OK, non. Voilà. Les maîtres, ils sont également connus sous le nom de la fraternité ou la Grande Loge Blanche. Nice! Qui est le contraire de la Black Lodge dans Twin Peaks, pour les fans de David Lynch qui nous écoutent. J'allais dire, c'est tout vraiment un basic secte là, comme langage. Mais en fait, Madame Blavatsky, j'imagine que c'était la première à utiliser ça. Ouais. Fait que c'est la OG. Elle est pas basic, elle est OG. Je prends ce que je veux. Moi, je maîtrise la parlure des jeunes. Ouais. Alors, c'est pendant qu'il vivait en France que Wilson aurait commencé à avoir des visions et à tomber dans de longues périodes de transe, au cours desquelles il rédigeait des manifestes et des textes spirituels. Nice. Combien de drogues qu'il prenait par hasard? Oui. Être en transe, oui! La quantité du oui, parfait. C'est correct. Super. Il écrivait des fanfictions sur la religion dans son downtime. Nice. Fait que là, Jésus, il a dit... Hey, j'avoue que c'est comme... C'est une autre interprétation de mon explication de tantôt que tout est un spin-off du judaïsme. Tout est une fanfiction de... Tout est une fanfiction du judaïsme. Alors, il se met à écrire des textes spirituels dans son downtime, convaincu qu'il était le représentant sur Terre du 12e frère de la Grande Loge Blanche. Wilson va adopter officiellement le sobriquet de Brother 12 et entreprendre de recruter des adeptes en affirmant qu'il avait pour mission d'emmener les élus vers un refuge sur Terre afin de les protéger de la fin du monde imminente. C'est assez classique en termes de speech de secte. Mais là, oui, vraiment beaucoup, mais c'est parce qu'il était juste un gars de la marine. Y a-t-il une raison pour laquelle il a viré sur le top et qu'il a décidé que finalement la fin du monde s'en venait tout de suite, là? Parce que il me semble que c'est un gros 180 par rapport à la vie normale d'un homme de l'armée. Ah, tu sais, selon moi, c'est un petit peu comme... Pardon? Comme Éric Asselin, là. Pourquoi t'as commencé à fourrer le monde de même, là? Genre, il voulait juste avoir du power. Il voulait du cash. Ah! The power! Bon, okay, money! C'est pas parce qu'il était comme full méga convaincu non plus. En même temps, je suis pas dans sa tête, mais je veux dire, je pense que les dérives sectaires, ça naît souvent de quelqu'un qui veut plus que ce qu'il a, là. C'est vrai. Comme Rock-Thériault aussi, là, je pourrais pas te dire à 200% s'il croyait ce qu'il disait, mais... Il voulait plus de poon. Lui voulait plus de banane à Il voulait que sa femme apporte des mini-jupes, puis il voulait partir en camp de nudiste en avant de chez lui. Rock-Thériault, pas oui, Brother aussi, oui. Brother 12. Dans le very old-timey Angleterre, le camp nudiste. Oui, des mini-jupes! Démontrez vos chevilles! Ah, ce serait écœurant, mon Dieu. Alors, il recrutait des gens, et ces gens-là, pour prouver qu'ils étaient dignes de faire partie de ce groupe très sélect, ils devaient souscrire à 3 vérités qui avaient été prescrites par Brother 12 dans un ouvrage de son cru intitulé The Three Truths. Il est toujours juste de loin. Comme le livre qui dit la vérité de Raël. Voilà. Les 3 vérités. Alors, ces 3 vérités étaient
le travail, l'ordre et l'obéissance. Je pense qu'il n'a pas compris la définition de vérité. Parce que ça sonne plus comme les 3 valeurs, mettons. Ou comme les 3 piliers de... Et je pense que vous ne serez pas surpris et surprise d'apprendre que l'obéissance, c'était à Brother 12. Ben oui, parce que c'est Brother 12. Qu'est-ce que t'as pas compris là-dedans, là? Lui, c'est le 12e frère immaculé de la Loge Blanche, là. Voilà. Habillé en blanc, comme moi aujourd'hui. Voilà. Alors, après avoir self-publish quelques ouvrages religieux de son cru, nice. C'est en Angleterre, en 1926, que Brother 12 va déclarer à son petit groupe d'adeptes qu'il a eu une vision. Le lieu de refuge sur Terre, suite à une collision imminente avec la planète Aquarius, se situait en Amérique du Nord. Of the age of Aquarius. Age of Aquarius. Désolée, c'est obligatoire de chanter cette chanson-là, sinon la police arrive chez nous. Comme ça. Ben là, c'est ça, c'est sûr. Mon Dieu. OK, fait que la planète Aquarius... Elle allait rentrer en collision avec nous, puis il fallait aller se cacher en dessous des jupes de Justin Trudeau pour se protéger. Et plus précisément, le lieu de refuge se trouvait en Colombie-Britannique, en arrière des gros arbres. Alors, c'est là que lui, Brother 12 et ses adeptes devaient se rendre afin de bâtir une forteresse pour le futur. Ben, toujours. Ceux et celles qui désiraient le suivre devaient jurer de ne jamais critiquer Brother 12, d'être silencieux et loyaux. Ben oui, c'est la base d'une secte. Je veux dire, je veux pas une secte parce que genre tout le monde se moque de moi, il y a personne qui m'écoute, puis comme les gens désertent à tout si je voulais être ça, je deviendrais prof au secondaire. Ben exactement, c'est ça. S'il y a des profs au secondaire qui nous écoutent, vous êtes vraiment courageux et courageuses. On sait pas comment vous faites. Alors, pour s'assurer qu'on formait une société égalitaire, tous les membres devaient renoncer à leurs possessions matérielles et les offrir en cadeau à Brother 12. Ben, c'est gentil. Est-ce que lui va les shipper sur la planète Aquarius? Il va s'assurer qu'ils vont être préservés après que la planète Aquarius ait détruit tout le monde. Non, mais tu ris, mais tu sais, dans le temps, là, j'écoutais cette semaine un podcast sur l'armée de soldats en terracotta là, dans la tombe de l'empereur en Chine. Là. C'est ça, ben, dans ce temps-là, il y avait du monde qui pensait que quand tu mourrais, il fallait que tu amènes tout ce que tu veux dans le afterlife dans ton tombeau. Mon chat! Fait comme tes chaises. Oui, ton chat, ta concubine, tes parents, si ça te tente, on va dire, sont encore vivants, tu peux les faire tuer puis les amener dans ton tombeau. Tes meubles préférés aussi, puis tes livres, parce que comme ça, tu manqueras de rien. La reine est partie avec ses corgis. Voilà. C'est comme ça, tu sais, le paradis, c'est pas clé en main, il faut que tu amènes ton stock avec toi. C'est la reine, il fallait qu'elle prépare ses corgis. Il fallait, j'espère qu'ils vont être empaillés puis qu'ils vont être shippés. Dans le British Museum. Dans le Buckingham Palace du... Non, j'allais dire le Buckingham Palace de l'éternité. Mais d'accord. Ah, peut-être. Repose en paix. Reine. C'est ainsi que Brother 12 va retourner en 1927 dans l'Ouest canadien pour retrouver sa femme et ses enfants là, qui mangent la chenoute, eux autres. Il va aller sur l'île de Cedar by the Sea pour y fonder la Aquarian Foundation, dont il était le président. J'aime ça! Pour secrétaire, comme pendant une partie de trou de cul, là, tout le monde a des rôles. Pour secrétaire, Brother 12 avait recruté Robert Englund, qui avait travaillé pendant 8 ans pour le département du Trésor du gouvernement américain. En l'espace de 1 an, Brother 12 va amasser près de 8000 adeptes à travers l'Amérique du Nord. Mon Dieu! Beaucoup. Parmi eux... Avec un nom comme Brother 12, je pensais qu'il y avait juste 12 personnes dans le groupe. Ça aurait été comme mieux, nombreux. Ben, ça aurait été drôle, pareil, une secte de 12 personnes. C'est une petite gang. Une petite gang qui mange des bornes d'animaux dans le bois. Alors, parmi ces adeptes, on va compter Roger Painter, un homme originaire de Floride qui avait fait fortune dans l'industrie de la volaille et dans l'article du Maclean's, on l'appelait le Poultryman et je trouvais ça bien drôle. C'est le pire super-héros! C'est l'homme volaille! Poultryman! Ah, l'homme volaille! Là, c'est juste un monsieur avec une dinde sur la tête. Son ennemi, c'est un renard géant. J'allais dire son ennemi, c'est un four. aussi. C'est le colonel Sanders. Ah, non, il faut pas le confondre avec Robert Englund de
Ben, Comme disait André. C'est direct ça que je me disais. Est-ce que c'est le gars qui fait Freddy Krueger? Non, ben j'ai essayé de chercher des photos du monsieur, parce qu'il était quand même connu dans le gouvernement, mais non, ça me donnait juste des photos de Robert Englund qui jouait Freddy Krueger. Mais non, c'est pas la même personne, ils sont pas reliés, c'est pas la même chose. Aussi, il va y avoir William Levington Comfort, qui était un écrivain assez connu à l'époque, qui écrivait des romans d'aventure et qui va aider Brother 12 à écrire ses textes religieux. Et Mary Connolly, une socialite et fille de l'ambassadeur des États-Unis en Espagne. Et fille de joie! Elle était veuve, elle était assez âgée. Ah, OK. Je sais quand on dit socialite... Fille de l'ambassadeur. Ouais, c'est comme... On imagine Paris Hilton. It's a hot young thing. Exactement. Mais même Paris Hilton est rendue vieille. Excusez. No hate, mais elle est rendue vieille. Bon. Non. No hate. Je suis pas sûre qu'elle est #Steven pour vrai, là, Paris Hilton. Alors, Mary Connolly, à elle seule, elle va signer un chèque pour Brother 12 pour le montant de 25 850 $. C'est beaucoup, ça. Pour 1927, c'est immense. Fait comme peut-être 100 000 $. À peu près. Aujourd'hui. Puis elle va signer ce chèque après une seule rencontre dans le lobby d'un hôtel de Toronto. Imagine, après une conversation, là, tu signes un chèque pour 100 000 $ à quelqu'un. Mais ça dépend si c'est Éric Bruno. Là, j'avoue qu'il pourrait nous convaincre. Avec ses beaux yeux ténébreux. Le monde va se terminer bientôt. On va se faire foncer dedans par une planète. Ah oui! Ben ouais! Prends-toi, Éric Bruno. Oh! Veux-tu mon chat? Veux-tu mon divan? Veux-tu une tasse de café? C'est, par ailleurs, en revenant de cette rencontre fort lucrative que Brother 12 va faire la connaissance de Myrtle Baumgartner, la femme d'un richissime physicien new-yorkais. En l'espace d'un seul trajet, Brother 12 va parvenir à la convaincre qu'il était la réincarnation d'Osiris, le dieu égyptien qui règne sur l'au-delà, et qu'elle était la réincarnation de Isis, la déesse des enfants et des femmes. Et sa sœur puis sa femme. Ouais. À Osiris. No, et là, maintenant qu'ils étaient tous deux réincarnés et qu'ils s'étaient retrouvés, c'était leur mission de donner naissance à Horus, qui deviendrait lui-même le sauveur de l'humanité. Celui qui a une tête d'aigle? Oh God! Mais pourquoi qu'ils ont mixé les religions de l'Égypte ancienne là-dedans? Qu'est-ce qui se passe, là? On est en train de partir en chire, là. Toi. Ben, pour vrai, Parce que là, on est en 1927. Puis en 1922, on a découvert la tombe de Toutankhamon. De Toutankhamon! Oh, ça a été découvert par l'égyptologue Howard Carter. Et à l'époque, ça avait créé un immense engouement pour all things égypte ancienne dans la société occidentale. C'est ce qu'on appelait l'égyptomanie. Donc, et ça a vraiment été... Comme le Beatlemania! Exactement, puis ça a été autant dans les tendances artistiques et même dans les courants religieux, les gens s'intéressaient à cette autre forme de vision de la vie. Dans les romans d'Agatha Christie. Exactement. Donc, dans le théâtre à côté de chez nous. Oui, pour un autre exemple d'égyptomanie, vous pouvez penser au Empress Theatre, qui a par ailleurs ouvert ses portes à Montréal en 1928, qui était un cinéma à thématique égyptienne. Alors, les gens, à l'époque, il y avait vraiment une fascination pour l'Égypte ancienne. Alors, si tu voulais partir une secte, ben, c'était comme cool de dire... de connaître l'Égypte ancienne. Mais c'est comme cool. Mais c'est comme Moon Knight. Mais moi, j'ai juste... On est dans l'égyptomanie 2.0 avec Moon Knight. Mais moi, I have a bone to pick avec ça. Parce que... Oui. Moi, ça me dérange pas, la religion que tu veux suivre. C'est ta prérogative. S'il y a des gens, par exemple, qui nous écoutent présentement puis qui suivent la religion norse, par exemple, ou si tu veux suivre la religion de la Grèce antique ou des religions polythéistes, puis que là, quelqu'un arrive puis te dit « Hey, yo, je suis Osiris » ou « Je suis Loki » ou « Je suis Jupiter », c'est qui gère les enfers présentement? C'est un free-for-all? Comme, pourquoi t'es là? Qui s'en occupe présentement? T'as-tu un remplaçant? Ça fait aucun sens. Pas pour... Mais c'est sûr qu'il y a un remplaçant. Pour toi, ça fait aucun sens, mais c'est sûr qu'il y a une structure en arrière de ça, là. Il y a une hiérarchie des enfers, puis comme des substitutes, là. Ils ont des remplaçants, puis un syndicat, puis des pauses avec des machines à café.
Pas pour shame Myrtle Baumgartner, mais je suis comme, ça fait pas de sens. En tout cas. Là, je pense qu'on devrait shame Myrtle Baumgartner à cause de son nom bizarre. C'est pas un nom sexy, hein, elle avait comme 25 ans. Ben, dans ce temps-là, c'est ça, les madames sexy de 25 ans s'appelaient Myrtle. Je sais. Mais c'est comme, Myrtille. Myrtille. Alors... C'est comme bonne mine dans Astérix, je sais pas, ça me revient pas comme nom. Alors, non, émerveillé. Ah, il y a quelqu'un qui... Ouh! Fait que 25 000 en 1927, c'est 420 604 et 40 et 40. C'est immense! C'est toute une maison. C'est beaucoup. C'est quand même pas mal. Ça, c'est la fille de l'ambassadeur de... J'allais dire américain en Espagne. Ah oui, bon. C'était... Ah oui, bon. C'est pas l'ambassadeur de la Tchétchénie. Ça existait-tu La Tchétchénie n'a rien à voir avec... non, ça! La Tchétchénie n'a rien à voir avec cette histoire. Alors, Myrtle Baumgartner, émerveillée par cette offre alléchante de donner naissance au sauveur du monde. Ben comme oui, mais hein. Elle va envoyer une missive à son mari pour lui annoncer qu'elle le quitte pour suivre Brother 12 pour accomplir son destin. OK. Comme Linda Hamilton dans Terminator. Exactement. Pas pareil. Juste donner naissance au sauveur de l'humanité. Linda Hamilton qui fait des chin-ups dans le deuxième Terminator. Yes. Come with me if you want to live. C'est bon Terminator avant? OK, oui. Oui. Grâce à la générosité de Mary Connolly, Brother 12 va faire l'acquisition de l'île de Courcy, où il va s'établir avec ses adeptes préférés, et ceux qui avaient le plus d'argent. Mais sa décision de vivre en concubinage avec Myrtle Baumgartner va en choquer plus d'un. Ils étaient pas mariés. Ah, j'étais comme, pourquoi? Il y avait-tu d'autres blancs? Ah non, c'est juste parce que... Touching my pearls! Oh, 1927, non! Et ça va attiser la jalousie d'autres adeptes, parce que dans le fond, Brother 12, il y avait sa cabane à lui où est-ce que personne n'avait le droit d'aller, sauf Myrtle Baumgartner, puis les gens aimaient pas ça. Ils avaient donné beaucoup d'argent à Brother 12, puis ils étaient comme, pourquoi moi, je peux pas aller prendre un café chez vous, comme, hey, dude? Est-ce que c'était comme tous pour un chalet, puis ils construisaient leur maison, puis après ça, ils vivaient dedans? Sans Nick Romano qui est comme, ouais, mon chat. Il devait pas triper tout le monde riche à débarquer au milieu du bois, puis se faire dire, OK, il faut qu'on défriche, puis on se construit des petites maisons en bois. Oui, mais ça allait être leur recueil après la fin du monde. Ouais, et la colère de ses adeptes va aussi être nourrie par l'exigence de Brother 12 que tout le monde leur remette tout leur argent pour qu'ils le changent en pièces d'or et qu'ils le placent dans des pots maçons qui vont ensuite sceller avec de la cire et enterrer dans une voûte de ciment. Et ça, c'est comme quand même safe, là. C'est une bonne façon de pas perdre ta crypto-monnaie. Comme t'as besoin de te lever de bonne heure, Vincent Lacroix. Ouais. Lui savait comment économiser. Et là, en 1928, toujours à la recherche de plus de pouvoir, Brother 12 va tenter de fonder un troisième parti pour se présenter en politique aux États-Unis. Parce qu'il prédisait la chute imminente des États-Unis dans une nouvelle guerre civile sanglante. Lol. Cool. Pour s'attirer du support. C'est encore actuel. Pour s'attirer du support, Brother 12 va tenter de recruter les membres d'un autre groupe qui vivait alors sans doute la période la plus importante de son existence et qui a récemment connu une ressurgissance en popularité aux États-Unis, et j'ai nommé le Ku Klux Klan. Oh mon Dieu! Je suis pas Parce que voyez-vous, même si la théosophie prône la fraternité, elle prône également que certaines races sont supérieures à d'autres. Et parmi les races jugées comme inférieures, on retrouve les Juifs. OK, puis? C'est pour ça que le Ku Klux Klan le trouvait cool, Brother 12. Parce que Brother 12 était antisémite, j'ai manqué ce bout-là. Parce qu'il suit la théosophie, puis la théosophie, c'est antisémite. Très antisémite, par ailleurs. Oh, excusez, j'avais manqué ce bout-là. C'était plus impliqué, là, mais bon. Puis, par ailleurs, les écrits de Madame Blavatsky sont beaucoup à l'origine du nazisme en Allemagne. Parce que les gens, ils trouvaient ça bien cool, eux autres aussi. C'est pas cool, ça non plus. Mais là, le Ku Klux Klan, là, c'est comme... c'est contre les ce qu'ils considèrent, entre gros guillemets, les races inférieures qui incluent... Ça inclut comme tout le monde. Le Ku Klux Klan, il haïssent tout le monde. OK, c'est ça. Il me semble, c'est ça que je me dis. Mais inquiétez-vous pas, c'est Herbert Clark Hoover qui va être élu 31e président des États-Unis. Ah, j'étais comme, c'est qui ça? Ça sonne comme Herbert Hoover. C'est lui. OK. Celui du Hoover Dam! Le Hoover Exactement. Dam! Mais là, ça commence à mal aller. Parce qu'en 1929, Brother 12 va se rendre à Vancouver pour donner une conférence et potentiellement recruter des nouveaux adeptes. Et Robert... Et visiter le quartier chinois. Exactement.
Et Robert Englund va se rendre à Nanaimo pour porter une plainte contre son gourou pour détournement de fonds. Une fois arrivé à Vancouver, Brother 12 va faire un reverse Uno et déposer une plainte contre Robert Englund pour le vol à même les coffres de la Aquarian Foundation pour $2,800. This is the dawning of the age of Aquarius. Englund est à son tour arrêté avant qu'il ne puisse rentrer à De Courcy. Au cours du procès, Frank Cunliffe, l'avocat de la défense, n'a interrogé qu'un seul témoin, Mary Connolly, parce que la majorité de l'argent de Brother 12 lui appartenait. Mais celle-ci va affirmer qu'elle avait donné cet argent en cadeau à son très cher gourou et que celui-ci était libre d'en disposer comme il l'entendait. Ben oui, je veux dire, no take back, comme ils disent. Vers la fin du procès, on va également assister à des phénomènes étranges. Entre autres, l'avocat de la couronne, Tom Morton, va souvent oublier ses mots. Tom Morton! Oui. Et plusieurs témoins vont perdre connaissance. Il faisait peut-être juste chaud. Mais c'est quoi? Ils ont dit que ça avait rapport avec... Parce que Brother 12, il y avait des pouvoirs magiques. Les gens perdent connaissance. Au terme du procès, ni Brother 12 ni Robert Englund ne vont être reconnus coupables de détournement de fonds et Englund va plier bagage pour aller en Angleterre. Mais ne soyez pas tristes parce que Englund va s'engager pour les services secrets britanniques au cours de la Deuxième Guerre mondiale et obtenir une médaille pour son travail. Ouais, c'est bien Robert Englund s'en va en England. Pour faire de l'espionnage pour l'England. De retour. C'est ma journée pour chanter les hymnes nationaux. De retour sur l'île de Courcy, Brother 12 va entreprendre des travaux d'extension grâce à de nouveaux dons de Madame Connolly. Il va faire l'acquisition d'un tracteur et d'une chaloupe et il va mettre ses adeptes au travail pour lui construire une deuxième maison, une école, une scierie et des cabanes. Mon Dieu, il était beaucoup de monde. Il commençait à être une gang. Les disciples travaillaient du lever au coucher du soleil, défrichaient la terre avec des paniers d'osier qu'ils devaient aller vider sur le rivage. Même si les disciples auraient pu s'évader, Brother 12 s'est assuré de les menacer d'une malédiction si un jour ils devaient suivre les pas de Robert Englund. Comme la malédiction des pharaons! Donc c'était déjà difficile de partir de là, puis en plus Brother 12 leur a dit qu'il y aurait une malédiction sur leur famille s'ils partaient, donc c'était garanti que tout le monde allait rester. Mais c'est une île. Une disciple allait cependant bientôt quitter la colonie, Myrtle Baumgartner, puis le trigger warning que je vous avais dit au début. La concubine de Brother 12, elle va faire une fausse couche et elle va sombrer dans la démence et va devoir être internée dans un hôpital psychiatrique à Victoria. Holy crap! Quand on t'a dit que ton bébé c'était le sauveur du monde, puis tu fais une fausse c'est couche. comme... Ouais, je pense que je comprends plus. Le stress a dû avoir raison de elle et c'est très triste. Pauvre Myrtle Beach. Sur l'île de Courcy, on va s'entendre que Brother 12 était franchement responsable de la fausse couche de Myrtle Baumgartner, puisqu'en plus, il était complètement reculé de tout puis elle devait pas particulièrement bien manger sur cette île isolée de tout le monde. La rage de Brother 12 va s'abattre sur ses disciples. Dans ses sermons, il va les accuser d'être responsables de la fausse couche de Myrtle parce qu'ils avaient fait preuve de jugement à son égard et ne l'avaient pas pleinement accepté à titre de souveraine. C'est pas de même ça marche, une fausse couche. Parce que j'ai pas assez cru en bien toi. Bien essayé. Non! Pour les punir, il va retenir les services de sa nouvelle maîtresse, Mabel Scotto, alias Madame Z. Mabel Scotto? S-K-O-T-T-O-W-E. Elle était suisse. Ma belle Scotto? Ma belle Scotto! D'accord, ma belle Scotto. Parfait. Qui, elle, était arrivée dans la colonie en 1929. On la décrit comme rousse, grande, âgée d'environ 35 ans, et elle avait un vocabulaire qui aurait fait rougir un marin. Ah, les mots qu'on n'a pas le droit de dire en langue. Elle est devenue... ceux qui se font remplacer par des quack-quack. Elle est devenue les yeux, les oreilles, mais surtout les fouettes de Brother 12. Oh! Le fouette! Puis là, j'ai écrit, me semble qu'elle me donne des vibes de Ilsa, la louve des SS pour mes fans de cinéma de série B qui nous regardent.
En janvier 1930, Brother 12... J'allais dire, il y a personne qui nous regarde, Audrey. J'avais oublié qu'on On est dans notre petite bulle. Excusez. T'as pas rendu compte. Brother 12 quitte la Colombie-Britannique pour l'Angleterre avec Madame Z pour ne revenir qu'en novembre à bord du Lady Royal, un navire de 20 tonnes qui lui avait été offert par ses disciples anglais. Ah, il y a du monde qui nous regarde. Merci, Babine. C'est gentil, ça. Oh, ça avec lui à bord, Brother 12 avait un arsenal de carabines et de grenades pour fortifier l'île de Courcy. Brother 12 était maintenant paranoïaque, on est arrivé à ce stade-là. Nice. Et il ne cessait de dire que ses ennemis allaient débarquer à n'importe quel moment pour l'attaquer. Il est même allé jusqu'à ordonner à Roger Painter, qui avait pris la place de Robert Englund à titre de secrétaire, donc le poultryman, d'aller lui chercher... Oh, l'homme volaille! Il est de retour! Il va lui ordonner d'aller chercher les scalps de 3 de ses ennemis, qui étaient tous des politiciens de l'Ouest du Canada. Les conditions de vie sur la colonie vont devenir de plus en plus difficiles. Brother 12 exige de plus en plus d'argent à ses disciples qui lui avaient déjà tout donné et bannissait ceux et celles qui ne pouvaient plus payer. Un sort qu'a par ailleurs connu Madame Connolly, qui s'est fait réveiller dans les petites heures du matin par Madame Z et qui a été forcée de prendre quelques possessions personnelles, quelques outils rudimentaires et de se rendre à bord d'une barque sur l'île de Vald. Toujours sous l'entreprise de Brother 12, elle a entrepris de défricher la terre parce qu'elle avait peur de perdre son âme. Une autre? C'est toute une menace quand même, perdre son âme. D'un coup qu'elle est un crack du divan, t'as-tu checké? Ouais. Une autre dame âgée a été forcée par Madame Z de se laisser tomber dans les eaux froides entourant l'île de Courcy pour prouver sa confiance envers Brother 12. Et là, écœuré par les agissements de leur gourou et de Madame Z, Alfred Barley, un autre disciple, va déposer une nouvelle plainte contre Brother 12 et la Aquarian Foundation à la Cour suprême de Nanaimo pour, encore une fois, détournement de fonds. La Cour suprême de Nanaimo. J'avais pas compris que c'était gros de même, Nanaimo. Parfait. Pendant les 2 jours que durèrent le procès, il va y avoir aucun témoin qui va témoigner pour la défense, y compris Brother 12 et Madame Z, qui vont jamais se présenter au procès. Ben non, parce que c'est juste du slander, OK? C'est juste des basic B-words, puis elles sont toutes jalouses. Non. Voilà. C'était encore mieux que ça. Ah, OK. Pendant le procès, parce que tous les disciples ont été à Nanaimo pour y assister, ils en ont profité pour raser la colonie, saisir une bonne partie du trésor et s'enfuir à bord du Lady Royal. Comme quand je suis tannée de ma game de Exactement. Sims. Alors... Je rase la maison, je vole tout l'argent de mes Sims, puis je repars une nouvelle famille. C'est ça. Alors, même si les disciples ont gagné en cours contre Brother 12 et qu'ils ont pu garder la terre qu'ils avaient défrichée, jamais leur argent ne leur sera retourné et jamais Brother 12 ne fait face à la justice. Le 7 novembre 1934, un homme du nom de Julian Shurton Scotto est décédé à Neuchâtel, en Suisse. C'était la nouvelle identité de Brother 12, qui était le nom du mari décédé de Madame Z, seule héritière du gourou. Madame Z va prétendre n'avoir reçu que très peu d'argent de son mari et elle va refuser de révéler quoi que ce soit sur l'emplacement du trésor qu'ils avaient abandonné sur l'île de Courcy parce qu'il était trop lourd pour prendre à bord du Lady Royal. C'est ça qui est plate quand tu mets tout ton argent dans des pots maçons. C'est dur à transporter après. Lorsque Mrs. Connolly est à son tour décédée en 1941, l'infirmier qui avait travaillé à son chevet jusqu'à ses derniers moments s'est rendu sur l'île de Vald, où Brother 12 aurait possiblement enterré une partie de son trésor. Là, dans une voûte de ciment, il a seulement trouvé un papier sur lequel on pouvait lire « Pour les fous et les traîtres, je ne lègue absolument rien. » Ben là, c'est qui a pris l'argent d'abord? Brother 12 l'avait déjà ramassé avant de partir. Non! Et là, mon Dieu, j'espérais que non. De nos jours, il y a encore des expéditions qui s'organisent sur les îles de Courcy, Vald et Cedar by the Sea pour essayer de retrouver l'argent que Brother 12 aurait laissé derrière lui. Et même l'année passée, la dernière maison qui restait sur de Courcy, elle était en vente. C'était l'ancienne maison de Brother 12, elle était en vente. Pour vrai, elle était en vente pour quand même assez cher, comme 500 000. Ben, anyway, c'est en Colombie-Britannique. Là, même ça, c'est rien pour Montréal. C'est en Colombie-Britannique, même si c'est une maison en bois rond, of course, qui est un demi-million. C'est certain. Alors voilà, c'était l'histoire de Brother 12 qui a amené du monde sur une île
en Colombie-Britannique qui leur a tout volé puis qui a sacré son camp. Ben, c'est bon, ça. Au moins, il les a pas mutilés, puis agressé plein de monde, puis chopé le bras à Lucie Laurier. C'est pour ça que j'ai dit c'était quand même smooth comme histoire de secte. Si jamais, quand même assez. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a eu un documentaire radio CBC qui s'appelle Searching for Brother 12. Ils ont des titres assez straightforward dans le Canadian Broadcasting Corporation. Et si vous voulez en savoir plus sur la théosophie et l'occulte, il y a les épisodes de 410 à 412 du Last Podcast on the Left sur Elena Blavatsky. Par contre, trigger warning, c'est de l'humour un petit peu edgy par moment. Donc, si vous aimez pas ça, l'humour d'une gang de dudes qui ont clairement fumé un gros bat avant d'aller en onde, peut-être vous abstenir. C'est ça leur vibe. Ensuite, il y a une série en 4 épisodes de l'excellent podcast Behind the Bastards, consacré à Elena Blavatsky. Et ça, on est plus dans le vibe historien smooth, donc c'est peut-être pour les gens qui pensent qu'ils pourraient être un petit peu avoir le poil qui frise par à l'envers en écoutant la podcast on the left, vous préféreriez peut-être Behind the Bastards. La page Wikipédia sur Elena Blavatsky est très bien faite. Et sinon, dans Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, l'épisode sur les Olympiques de Hitler vous parle brièvement de l'influence des écrits de Elena Blavatsky sur les groupes occultes qui se tenaient en Allemagne au début du 20e siècle et qui ont beaucoup influencé Hitler. Donc, voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la théosophie, l'occulte, ce sont mes recommandations. Et voilà, c'était l'histoire de Brother 12 qui est allé à Nanaimo voler de l'argent. Mais là, c'est ça. Finalement, il a dit qu'il était pas parti avec l'argent, mais il était parti avec l'argent. Mais il reste pas seulement d'autres argent. Ouais, c'est que c'était trop lourd. Dans le temps, les gens travaillaient par bateau. Les gens voyageaient en bateau. Et là, c'était trop lourd. Puis il avait demandé à ce que les gens changent tout leur argent en pièces d'or. Donc, c'était pesant un petit peu. Il avait dû prendre des chèques de voyage. Mais est-ce qu'il reste vraiment un trésor là-bas ou c'est comme le trésor de Oak Island puis on le trouvera jamais? Impossible de le savoir, pour vrai. Comme je te dis, il y a eu énormément de tentatives de retrouver le trésor puis on n'a jamais rien trouvé. Donc, puis il y a encore beaucoup de choses qu'on... C'est comme le trésor d'Oak Island, puis c'est vrai. Il y a encore beaucoup de choses qu'on sait pas trop, comme... Justement, pendant une fouille, à un moment donné, on a trouvé un crâne qui aurait probablement appartenu à une jeune femme. Donc, on ne sait pas encore le extent des violences qui a vraiment été faites sur les disciples. C'est une histoire comme un petit peu difficile. J'avais de la misère à faire mes recherches. Tout était un peu comme on pense qu'il est arrivé ça. Donc, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais. J'espère que vous avez aimé ça. Ben, moi, je trouve ça super. Écoute, j'avais jamais entendu parler de cette secte-là non plus. Je savais pas qu'on avait... Ça, c'est vraiment un secte typiquement... Mais en fait, non, c'est pas vraiment typiquement canadien parce que ça venait d'Angleterre. Mais, tu sais, quand même. Ben, je veux dire, les gens étaient... C'est ça que j'ai trouvé fascinant du début, de voir à quel point c'est comme une jeune secte, parce que quand les gens étaient fâchés, ils étaient comme « Je vais te traîner en cours! » Il y a personne qui aurait osé traîner Rock-Thériault en cours. Non, j'avoue, hein. Mais il y avait quelqu'un qui avait essayé de poursuivre Raël pour avoir l'argent qu'il avait mis dans le raélisme, mais ça n'a pas marché. Ici aussi, ça n'a pas marché. Que faites attention, n'allez pas sur des îles éloignées avec des messieurs avec des petites barbes en forme de triangle. Surtout s'ils vous disent qu'ils sont Osiris. Non. Ils sont pas Osiris. Non, c'est même pas vrai! C'est sûr qu'il était même pas capable d'écrire le hiéroglyphe. Clairement, non. Il était même pas fluent en hiéroglyphe. Non, en plus, il avait donné un nom à sa chaloupe. C'était quelque chose comme Knut. Okay. Je comprenais pas c'était quoi, mais c'est parce que c'est le nom d'un dieu égyptien, mais il l'avait écrit tout croche. Parce que jeune Audrey était vraiment fascinée par l'Égypte ancienne. J'avais énormément de livres d'Égypte ancienne quand j'étais enfant. J'ai quand même sa vie en mythologie égyptienne. Ben, on était tous vraiment très curieux par rapport au mystère des momies. Oui, hein? Les momies. La malédiction des pharaons. Brendan Fraser, c'est tout à cause du film La Momie, exactement. C'est juste pour ça. Ça a marqué notre enfance. Exactement. Alors, c'est ça. Merci. C'est pas comme une fin d'épisode normal. Non, on recommence. On fait juste faire comme bye, 2 minutes de babine. Ouais, c'est vrai, non, on recommence. C'est reparti pour un tour. Fait que, on est reparti. On espère que vous avez encore du café. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est un meaty boy. Il y a de la chair autour de l'os aujourd'hui. Pour notre cas. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, maintenant, est-ce que tu sais de quoi que je vais te parler? Tu me l'as dit. Hein? Parce
Parce que je l'ai dit à nos followers aussi. Okay, ça tentait pas de faire semblant? Ok, parfait. Bon, je peux me cogner la tête sur mon bureau puis oublier. Non, ça va. Ah, dans le Nord, bonjour! Ah! Bonjour! Je l'aime, votre chanson des yeux privés. Alors, aujourd'hui, oui, les yeux privés. Regarde. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus contemporain. Et il n'y a pas de secte, il n'y a pas de religion pantoute impliquée dans mon histoire. J'essaie de penser. Dieu est mort. Non, il n'y en a pas. Oui, Dieu est mort et il ne nous reste que Jean Chrétien. Et c'est de Jean Chrétien que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais juste checker 2 secondes là que j'enregistre encore. Ouais, il n'y a pas eu de problème. Merveilleux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la fois où est-ce que quelqu'un a essayé d'assassiner Jean Chrétien! Ah! OK. Première partie. Invasion à Hockey Choral. Laissez-moi vous décrire la scène. Je t'écoute. Nous sommes le 5 novembre 1995, vers 2h45 du matin. Les feuilles sont tombées des arbres bordant la maison. Il fait frais, mais il n'y a pas encore de neige. Oh. La nuit est sombre et nuageuse. Nous nous trouvons en banlieue d'Ottawa, devant une résidence cossue qui est située au 24 Sussex Drive. Le 24 Sussex Drive est la résidence de tous les premiers ministres du Canada et de leur famille depuis 1950. Avant, je ne sais pas où est-ce qu'ils habitaient. Ah! Sur l'île de Courcy. Je sais pas où est-ce qu'ils habitaient avant. Probablement, mon Dieu. Je viens de m'étouffer en direct. Attends, je vais remettre mon affaire parce que j'aime pas ça. Là, parce que là, je t'ai tassé dans l'autre écran puis je te vois plus. Puis là, j'aime pas ça parler à toi, mais que t'es pas en face. Ah, voilà, je te vois. OK, alors, nous sommes au 24 Sussex Drive. Il s'agit d'une super grande maison, bien sûr, parce que, je veux dire, ils vont pas habiter dans un petit 1,5, les premiers ministres du Canada et leur famille. C'est un petit peu comme le manoir de Downton Abbey, avec tous les serviteurs sur lesquels on peut pas compter pantoute. Ils sont toujours en train de gasser. Non. C'est ça, toujours en train de comploter dans ton dos pour empoisonner ta bouffe ou quelque chose comme ça. J'ai pas écouté Downton Abbey. La maison a été bâtie en 1868. C'est une demeure en pierre grise de 3 étages qui est entourée d'une haute clôture, comme un petit muret surmonté de pics de fer. Je suis allée loin dans les descriptions de place. C'est un début de roman. Google Drive est mon ami. C'est un début de roman. Donc, nous sommes dans la rue et nous observons la maison. Et d'ici, nous ne pouvons pas voir que l'arrière de celle-ci donne sur la baie des Gouverneurs et la rivière des Outaouais. Wow! Comme ils disent, not too shabby. Bon, alors entrons à l'intérieur de la maison. La maison est très spacieuse, mais c'est sûr que la porte elle grince pas, là. Ils ont sûrement mis du jiggle. Voyons donc. C'est vrai, par exemple, c'est vrai. Donc, la maison est très spacieuse, elle est faite sur le long. Comme de... Mets les pétins avant d'entrer dans la maison. Il y a des sculptures de Sid Barbeau. Et c'est fait sur le long, comme dans Downton Abbey. Il y a des peintures sur les murs et de la tapisserie riche. Et puis, nous sommes en 1995, alors probablement qu'il y a du tapis beige à grandeur. Oui, beaucoup. Ah oui. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il dans la maison? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Au milieu de la nuit, du 5 novembre 1995, tout est tranquille, c'est le milieu de la nuit. On fait dodo. Dans la résidence, le premier ministre Jean Chrétien et sa femme, Aline, dorment paisiblement. Ils rêvent. Oh, ils font des beaux rêves. Puis probablement qu'ils rêvent au référendum de 95 qui vient juste d'avoir lieu le 30 novembre dernier. Donc là, on est le 5 décembre, le 30 novembre. C'était tout frais. Donc, il y a quelques jours on n'a même pas eu notre pays pour référendum. Noël. Exactement. C'était le second référendum sur la souveraineté au Québec et il s'est soldé comme le premier par une victoire du camp du non, qui est attribuable selon Jacques Parizeau au vote ethnique, ce à quoi on dit non, on dira pas ça, non. On dira pas ça, Jacques. On dit pas ça, Jacques Parizeau. D'abord, représenté par le chef de l'opposition fédérale, Daniel Johnson, c'est finalement le premier ministre fédéral, Jean Chrétien, qui est devenu le porte-parole du camp du non pour tenter de convaincre les bons Canadiens français de rester dans le Canada, malgré le fait qu'on soit 2 solitudes. Et puis que le ROC, le ROC, le Rest of Canada, se fout tout le temps de notre gueule, puis qui rit de notre histoire, de notre culture, puis de notre langue. Jean Chrétien voulait nous convaincre de rester Non, pareil. restez, on vous promet que le McLean va arrêter d'écrire des vacheries sur vous autres. Ah, c'est promis, c'est promis. Mais non, McLean, tu ne tiendras pas cette promesse. Non! En fait, je tiens à dire que l'article de Brother 12, c'est le premier article du McLean que je lisais qui envoyait aucune vanne au Québec.
Il n'y avait aucune mention du Parce Québec. Que ça ne concernait pas le Québec. Voilà, c'est juste pour ça. Donc, qu'à cela ne tienne, en cette nuit du 5 novembre 1995, le premier ministre Jean Chrétien sommeil du juste ou whatever, et sa femme aussi, sans doute dans un énorme lit à baldaquin comme dans les films d'époque et les films des riches. Quand, tout à coup, des bruits à l'étage réveillent Aline Chrétien. Il est à l'avance. Probablement pas. Ouais, c'est ça, il serait vraiment à l'avance. Ne c'est pas ça. Donc, elle se lève dans l'espoir d'aller investiguer les bruits bizarres qu'elle vient d'entendre, mais son investigation n'ira pas bien loin parce qu'en ouvrant la porte principale de la chambre, elle se retrouve nez à nez avec un individu louche armé d'un gros couteau à cran de sûreté, là, avec une lame d'une dizaine de centimètres. Quand même. Alors, courageuse comme pas deux, Aline referme la porte. Elle la verrouille. Et puis, elle s'élance pour barrer la deuxième porte de la chambre parce que c'est comme une grosse chambre. C'est comme le manoir de Downton Abbey, je vous l'ai dit. Ça prend plusieurs portes dans la chambre parce que sinon, ils vont passer par où, les serviteurs? Hein? Les pauvres! Bon, voilà. Alors, tout ce barda réveille Jean Chrétien qui s'écrie sans doute Aline, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Et, tu sais, c'est ça, avec sa bouche tu croches. Alors, Aline lui dit qu'il y a un homme armé dans le couloir. Ça, à quoi Jean Chrétien répond, ben non, voyons donc, on vient s'accoucher, c'est juste son père. Non, mais il la croit pas, sérieusement. Il croit pas que c'est comme, de quoi tu parles? Il y a un homme armé dans le couloir, qu'est-ce que c'est ça? Alors, n'écoutant que son courage, oui, get out of here, you Aline! Alors, n'écoutant que son courage et sachant qu'elle n'était pas en train de rêver pantoute, Aline appelle le 911 pendant que le vaillant Jean Chrétien s'arme d'une sculpture de canard pour se défendre au cas où l'homme arrivait à pénétrer dans la chambre avant la venue de la police. En bois? Non, il était censé être en pierre. Tout un canard. Ah! Peut-être un canard en granit. Peut-être une sculpture inuite. En marbre. En rose gold. Il n'y avait pas des canards en rose gold, on n'était pas en 2020. Donc, l'appel d'Aline est promptement relayé à la GRC, qui s'en vient à dos de cheval. Et la GRC, de toute manière, assure habituellement la sécurité du 24 Sussex Drive, et elle est bien étonnée d'entendre qu'il y a un intrus, parce que personne n'avait rien remarqué. Voyons donc, on a dit, y a-tu des intrus? Puis il y a personne qui a répondu, on était correct. C'est ça, on a fait notre S'il y a des intrus, levez la main! Personne n'a levé la main, il n'y en avait pas. Donc, 6 à 10 minutes plus tard, la GRC s'est pointée à dos de cheval. Ils seraient arrivés plus vite, mais apparemment, ils avaient oublié leur clé. Wow! Wow, la GRC! Je sais. Et sans plus de fracas ni de tracas, la police procède à l'arrestation d'André Dallaire, 34 ans, qui était le individu armé du gros couteau. My God, ça a été simple. T'as-tu fait un effort, André? Ouais, non, il a juste attendu là. On va en reparler justement de ça, mais il a juste il attendait sur le bord de la porte. Donc, lors de son arrestation, la police lui a demandé ce qu'il faisait là, André Dallaire, ce à quoi il aurait répondu qu'il était venu pour trancher la gorge du premier ministre, ce qui était comme pas mal. Moi, de-tu un gars honnête? Ben oui, c'est ça, exactement. C'est comme, je m'en venais le tuer. De quoi ça a l'air? Je veux que je te mente en pleine face en plus d'entrer par effraction chez le monde. Noël, là. Non! Bon, prochaine partie, en route vers mon premier procès. Immédiatement, André Dallaire est incarcéré dans une institution psychiatrique en attente de son procès pour entrer par effraction. Et non pas infraction, que j'écris tout le temps et je l'ai peut-être déjà dit. Je m'en excuse, c'est de l'entrée par effraction. Donc, procès pour entrée par effraction, possession d'armes dangereuses et tentative de meurtre. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Rapidement. Non, ça va pas bien. C'est pas des bons chefs d'accusation. Non, ça risque de suivre. Rapidement. Ça risque de suivre un bout. Une certaine lumière se fait sur l'identité de ce individu. André Dallaire est âgé de 34 ans. Il est résident de Longueuil et on est en 1995, donc il a certainement une coupe longueuil. Il est originaire de l'Abbé, qui est un endroit que je connais pas, et il est employé d'un dépanneur. Ses héros sont Elvis Presley et Napoléon Bonaparte. Tout un mix. C'est deux messieurs qui se shakaient le bonbon comme personne. Ça va bien ensemble. J'aime ça. Donc, le 13 novembre, donc ça fait pas très longtemps, l'avocat d'André Dallaire qui s'appelle John Hale, maître John Hale, annonce aux journaux que son client plaide non coupable aux différents chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Selon lui, l'arme que Dallaire avait en sa possession lors de son arrestation ne prouve en rien son intention de tuer Chrétien, même s'il a dit qu'il voulait tuer Chrétien. J'ai toujours un couteau à cran sur moi. Regarde, j'en ai un présentement, ça veut rien dire. Quand j'entre par effraction chez un politicien connu. Mais donc, Maître Hale dit que s'il avait vraiment voulu le tuer, Jean Chrétien, il aurait amené bien plus qu'un couteau à cran d'arrêt et n'aurait pas patiemment attendu les 6 à 10 minutes que ça a pris à la GRC pour venir. J'aurais amené une corde, un chandelier.
Un tuyau! Oui! Une clé anglaise! Je l'aurais attendu dans la bibliothèque! Ah! Dans le jardin. Non, il n'y a pas de jardin. Dans la cuisine, où il y avait le petit passage pour aller jusqu'à l'autre bout de la map. Donc, Maître Hale dit aussi que si son client avait vraiment voulu tuer Jean Chrétien, il aurait aussi, sans doute, essayé de défoncer les portes de la chambre. Tu sais? Ou de trouver l'autre entrée de la chambre que Aline Chrétien avait verrouillée. Il était pas très motivé, là. Non,